Bonjour à tous et bienvenue sur The Afterworld, le podcast entièrement dédié au Season 10 World Championship. Je suis Aboutine et pour m'accompagner aujourd'hui, on a des têtes que vous connaissez, bien évidemment Laure. Laure, comment tu vas? Ça va, tu Ça survis? va, ça va. Ouais, ouais, les jours de pause ont fait du bien honnêtement, donc ça va. Très bien. Et toi, surtout? Euh, j'ai J'aurais dormi je pense 3 heures. pas pourtant, hein. Ouais, J'ai dormi 3 heures, c'est un enfer. Ouais, les matchs qui commencent à 3 heures du matin pour moi. Et toi, traitons, mais voilà, on te retrouve. On voulait te réavoir. Donc, moi, un match à enjeu, un match que tu as beaucoup préparé. Donc, je pense que tu auras des choses vraiment intéressantes à dire. Comment tu vas? Pas trop déçu? Bah, déçu forcément, on aurait aimé au moins un BO qui va en 5 games. Bon, Damon était, l'équipe supérieure ici pour ne pas trop spoil, mais écoute, c'est comme ça et on verra bien ce que l'Europe donnera l'année prochaine et ça reste quand même des très bons championnats du monde et c'est loin d'être fini. Exactement. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur la première demi-finale de cette semaine. C'est donc les G2, le seed numéro 1, l'Europe qui affrontait le seed numéro 1 de la Corée. Un BO qui avait lourd pour l'histoire, puisque non seulement c'était dans le match-up direct une revanche de Damwon versus G2 qui s'était fait un peu éclater en quart de finale l'année dernière, mais surtout, à l'échelle des régions, à l'échelle de la grande frise chronologique de League of Legends, c'est la Corée qui fait sa revanche face à l'Europe pour l'accession à la finale dans le quatuor final Corée-Corée Shin-Shin ou Corée-Europe Shin-Shin qu'on avait généralement. La Chine sera en finale, on le sait, on aura donc le participant de la finale donc demain pour vous qui Mmh. regardez, si vous le regardez au moment où ce podcast sort. On saura Kitsuning ou Tapisport ira affronter Damwon. Donc c'était un BO extraordinairement important. Damwon a gagné aujourd'hui. Mais bon, il y a beaucoup plus de choses que ça à dire. Laure, toi Mmh. aussi, pas trop déçu? Ah bah, forcément un peu, tu sais, comme toute équipe européenne qui se fait éliminer évidemment, je trouve qu'on y croyait un petit peu quand on a vu ce que G2 a été capable de faire, la semaine passée contre Gen.G, même si on sait que de toute façon il y a un océan de skill entre Gen.G, et Damwon. On reparlera un petit peu, plus tard de la région coréenne, j'ai 2-3 trucs à dire. Mais, comment dire? Je suis déçue dans le sens où, tu sais, depuis je sais qu'on devrait pas écouter les bruits de scrim, il faut jamais faire ça, mais depuis 2-3 jours, on entendait vraiment que G2 avait 6-0, avait 6-0 les Chinois en scrim, donc c'était assez encourageant d'un côté de les voir arriver dans un match comme ça contre Damwon quand on sait le passif que G2 a avec la Corée justement, donc ouais, déçu, mais c'est pas grave, je perds pas espoir, honnêtement, je perds pas espoir parce que c'est, comment dire, il y a eu beaucoup d'erreurs, évidemment, mais c'est des erreurs qui sont facilement rectifiables, je pense. Il a été question de rigueur aussi, plus que d'écart de skill monumental, je trouve, dans ce BO. Enfin, Traiton, tu me diras ce que t'en penses. Donc voilà, je pense pas que l'écart est en train de se réagrandir, tu vois, comme on était en train de le dire, entre l'Asie et les westerns d'un autre côté. Mais bon, c'est forcément, c'est G2 qui s'en va. Ce sera ce sera la Corée championne, ça par contre, je pense, et ça, je suis très très contente parce que ça fait 3 ans en plus qu'on n'a pas eu d'équipe coréenne en finale. Exactement, bah oui, c'était la grande revanche de la région Corée qui s'était inclinée l'an dernier en demi-finale, puisque les deux grands favoris du tournoi en 2019, c'était SKT, la dernière année de SKT avant qu'ils deviennent T1, et G2 Esports. Ça avait été un BO au forceps. G2 l'avait emporté 3-2. On pensait G2 favori pour la finale, puis il y a eu cette vraie clim de la finale à Paris où Mais tu G2 peux se voir bien fait film aujourd'hui aussi, hein. Ouais, éclater. un peu, ouais. Bon, bah forcément, on va rentrer un peu dans le détail de ce BO. On va parler des drafts, on va parler du gameplay, on va parler des performances individuelles. On va aussi revenir sur la saison de G2, l'état de force de Damwon. Et bien évidemment, on commencera à se projeter sur la demi-finale de Super. demain Ah, et puis l'avenir pour l'Europe, les enjeux du mercato, toutes ces choses-là, parce que forcément, il y a des bruits qui courent. Et on reviendra rapidement Et sur l'annonce de Bjergsen, qui est quand oui, même j'allais dire. une grosse actu de la journée, même si ça rentre pas Ah là exactement dans le là. World Championship, mais un petit peu parce que Eh, peut-être il qu'il a a. participé aux Worlds. Oui, et T'imagines puis, finir ta carrière là-dessus? ouais, et puis surtout, Sur une sur un performance comme 0 ça en tant stint. que joueur? il y a peut-être cette vision de je n'y arriverai jamais, tu vois, qui peut-être C'est dit ça. j'ai tout gagné à local, j'y arriverai jamais, je vais pas repartir en Europe, donc je vais faire autre chose. On en reparlera rapidement sur la fin de ce podcast. Rentrons dans ce BO, si on peut se le permettre. G2 contre Damwon, ça s'ouvre euh, sous les coups de midi. Petite pause technique, super impatience. Et là, Ouais. première phase de draft, assez inattendue, où finalement Lucian
est laissé ouvert par Damwon. Les G2 s'engouffrent dans la brèche, qui était un setup. Tu sais que si Lucian est open, c'est qu'il y a un setup. Derrière réponse, Twisted Fate laissé à Damwon. Réponse, Lilia Renekton. Donc on a Lucian et Lilia, qui est un duo qui marche assez bien généralement. Et le Renekton, donc AD, AP, AD du côté G2. Donne un peu le système. Et finalement, c'est Lucian qui part sur la bot lane et on prend un Sylas contre le TF. Avant même de parler du résultat de la game, Tréton, est-ce que tu as été séduit par cette phase de draft de la part de G2? Moi, j'ai beaucoup aimé, on le voyait plus ou moins venir quand on en discutait, parce que dans le sens. Alors, peut-être le Renekton était pick trop tôt. C'était le seul peut-être trop proche que j'aurais à faire à la draft des G2, dans le sens où Lucian aurait pu aussi aller sur la top lane contre GP, et le fait de pick aussitôt le Renekton a ouvert le GP sur la top lane. Mais au-delà de ça, de mon point de vue, le match-up Lucian Jhin est largement jouable sur la bot lane. Il aurait d'ailleurs dû beaucoup mieux s'en sortir, je pense, du côté de Perse. Le fait qu'il passe derrière, ça pose un gros problème, parce que quand on joue Sylas contre tout cette Fate, l'un des gros enjeux qui a été dans tout le BO, c'est que tu perds la priorité en early game. Tu ne l'as absolument pas. Certes, Sylas va avoir un très très bon scaling, et s'il y a de bons ultimates, va éventuellement outscale le Success Fates. Ce qui n'a pas été le cas dans cette game, parce que dès l'early game, tu es trop sous pression, tu ne peux pas du tout jouer, tu dois absolument avoir des ganks de ton jungler. Et Lilia Sylas, en termes de gank, une fois que tu as des bots de Mercure, il n'y a plus grand chose. Ouais, Laure, il y avait quand même si t'es une esthète de la draft, c'est quand même vachement sexy ce qu'a fait G2 d'aller passer Lucian. Quand t'es caster, tu dis tout le temps, mais pourquoi ils le font pas? Eux, ils le font. T'étais optimiste au moment où la draft se finit? J'étais optimiste, mais un peu comme Tréton, tu vois, je suis assez déçue qu'ils aient drafté ce Renekton aussitôt, parce que de toute façon, quitte à prendre un Rakan dans une Léona, t'aurais pu sortir le Rakan plus tôt peut-être. J'ai l'impression quand même qu'il y avait... Enfin, dites-moi si je me trompe, que G2 n'avait peut-être pas de réponse contre ce pick Kennen. Parce qu'on sait que, on sait que Kennen, c'est un pick qui est vraiment plébiscité par la Corée. Les top laners coréens jouent beaucoup Kennen. On a parlé des match-ups historiques en Corée. Donc je me demande si justement il n'y avait pas de réponse du côté de ce Kennen pour Wonders, qui force un ban sur le champion qu'on n'a pas tant vu que ça finalement, plutôt qu'une Leona qui aurait pu. Donc je sais pas, j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait des problèmes qui n'avaient pas été résolus dans le système de draft de G2. Mais effectivement, j'avais beaucoup d'espoir, parce qu'on sait que G2, c'est une équipe qui mise pas mal sur les skirmishes. Quand tu voyais la composition de G2, c'était une composition qui avait besoin d'être en avance, en early dans ses lanes, et de mettre ses laners dans une bonne situation. Donc, on a tous les éléments réunis pour une composition de G2 qui peut marcher. C'est ce que je me suis dit en voyant la draft, en tout cas. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le pick Renekton, Tréton, qui est assez tôt et qui force aussi ce ban Kennen, puisque finalement le ban Kennen n'est qu'un effet de bord du fait d'avoir pris Renekton tôt. C'est vrai que Kennen, c'est pas un match-up en plus que tu as l'habitude de jouer beaucoup en Europe ou dans tes scrims, parce qu'il y a vraiment que les Coréens qui le jouent. Et c'est vrai que la draft a l'air alléchante, et puis tout avait si bien commencé. Le clear, Jankos qui gagne des solo lane, gank, il prend le first blood, ensuite il va mid, un 2v2 qui se passe très très bien. On se dit, G2 rentre dans sa game et G2 rentre dans son BO. Et juste après, il y a cette mort de Mickey et quelques plays très très forcés. Et là, j'ai des Fnatic vibes. Je sais pas pour vous, mais j'ai des grosses Fnatic vibes de pourquoi les mecs forcent des plays qui ont pas l'air super bons sur le papier. On gagne pas une game comme ça, surtout face à Damwon. Je sais pas ce que t'en penses, Tréton. Pour moi, ça vient du fait déjà que Perk se fait outspace à mort en botlane sur les premiers niveaux. C'est pas normal qu'au niveau 1, il perde contre Leona plus Jhin de mon côté. Quand tu as Lucian plus Rakan, tu as quand même la range de Rakan qui te permet normalement de gêner un minimum la Leona. Leona au niveau 1, c'est un champion qui est assez faible. Le fait qu'il perde la priorité, que derrière Mikix meurt en utilisant son flash d'une manière assez difficile, qu'après dans les escarmouches, Mikix se rate mécaniquement. Les 5 premières minutes de Mikix, c'était très très dur. C'était ses moins bonnes 5 premières minutes de tous les Worlds. Et je pense que ça a beaucoup coûté au G2, parce que dans les escarmouches qu'ils prennent, je pense qu'ils les prennent par réflexe, à base de oh, il n'y a plus de flash sur le TF en face, on sait que Mikix va bouger, du coup, normalement, on devrait pouvoir sortir. Et à chaque fois, Mikix était en retard sur tous les moves et il se retrouvait en 2 contre 2 qui se transforme en 2 contre 3 parce que Beryl bougeait très très bien et aussi lui un très très bon support. Je pense vraiment que G2 s'est habitué à jouer avec Mikix qui avait tout un priorité botlane ou qui avait au moins qui se débrouillait pour sortir bouger sur sa carte. Il l'a fait en groupe, il l'a fait contre Genji et tu peux pas forcément le faire contre Damwon qui met plus de pression et surtout contre un Beryl qui lui aussi a la bougeotte et ça les a surpris. J'ai l'impression que c'était plus, si tu veux, du on sait jouer comme ça, du coup on va continuer de jouer comme ça, et malheureusement on n'a pas analysé que dans cette partie-là en particulier, on n'aurait pas l'aide du support, donc on fait des escarmouches un petit peu trop random et un petit peu trop forcées. Ouais, et puis mécaniquement, pour parler du Sylas de Caps, alors bien évidemment l'objectif n'est pas d'incriminer un joueur pour avoir raté un skill shot, parce que c'est très difficile de lane un skill shot
encore plus un E de Sylas, encore plus contre Showmaker. Mais il y a eu quelques E de Sylas très très décisifs. On l'avait vu Pixel dans son quart de finale sur son Sylas. On s'attendait à la même chose. Et Caps qui rate ses décisifs, Laure. Est-ce qu'on a vu un Caps un peu moins bon, le Caps de Scream peut-être dans cette game 1? Un peu moins bon, c'est sûr, d'autant plus que quand tu regardes les ultimes qu'il y avait en face, il y avait tout pour rendre un Sylas heureux. Je sais que j'ai eu peur quand j'ai vu le GP arriver, mais bon, tu te rappelles justement de ce que l'ultime de Sylas peut faire avec l'ultime de GP. Donc bon, j'avais des espoirs. Caps un peu en dessous, mais honnêtement, tu parles de skill shot raté, on parlait de Mickey. Celui qui passe clairement pour moi à côté de son BO, c'est pas Caps. C'est le support. Et de manière générale, comme l'a dit Tréton sur cette game 1, c'est beaucoup de skill shots qui sont ratés partout. De la part de beaucoup de joueurs. C'est des prises de fight sans forcément qu'il y ait la vision adaptée, des prises de skirmish sans forcément qu'il y ait la vision adaptée. On sait très bien que Damwon ne pardonne pas là-dessus. Donc, certes, il y a des choses à dire sur cette performance de Sylas pour Caps dans la game 1, mais j'ai pas envie de lui donner le blâme si on doit donner un blâme à G2 dans ce BO. Juste, peut-être petite stat, Mythix qui a blind pick son support 4 fois sur 4 games dans ce BO. Donc, oui. On peut bien évidemment revenir dessus. Traiton, toi, t'es quand même main support, même si bon, en ce moment, je sais que ça va pas très très bien côté solo queue. On n'en parle pas. Non, mais pas lui. C'est la moto dans l'île, la moto qui dort. C'est ça. La question que je te pose, c'est plus une question de plan de jeu et une question de préparation, tu vois, au niveau du staff. Tu sais que ton jungle support ton jungle support mid doit exploser la game. Tu sais que ça va pas être Perks qui va lane Kingdom, et tu sais que Wunder, qui a l'habitude d'avoir des counter match-up et de créer de l'espace, il va avoir un match-up qui est difficile de gagner la lane contre Noguri. Tu regardes la game 1 où il avance vers JP et il se prend un coup de tour et il perd quasiment sa lane, il force Jankos à se montrer sur son clear. Tu sentais que bon, il y avait du répondant du côté des individualités d'Amon. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être en termes de planification de draft, une clé du match qui n'a pas été bien lue par G2 quand tu vois ces 4 blind picks? Je pense que sur la game 2, c'était très très fun puisqu'ils ont réussi à trouver des counter picks autre part et ils ont réussi à trouver de la priorité autre part, notamment sur la mid lane, parce que en termes de match-up, la seule game où il y a une priorité mid pour G2, c'est la game 2. Il n'y en a pas aussi de priorité mid globalement dans les drafts globales. Et pour moi, il y a des gros La game 4, c'est une honte de draft pour moi pour G2, de se retrouver avec 3 lanes qui n'ont pas de pression, avec un counter pick en plus en jungle pour Damwon. Et je pense que les drafts étaient un petit peu en dessous, mais je pense que les drafts étaient un petit peu en dessous parce qu'on avait peur de beaucoup de choses du côté G2. Laure parlait juste avant du Kennen, qui a fait très très peur au G2. La Lulu a commencé à faire peur après la Game 3. Le Panthéon a fait très très peur pendant tout le BO. En plus de cela, en Blue Side, ils sont retrouvés à ban des Nida, à ban des Lucian. Ils avaient juste peut-être moins de champion pool par rapport à Damwon. Ils avaient peur de beaucoup plus de champions. Ça a créé énormément de soucis. Et le fait qu'il y ait tous ces soucis, forcément, en draft, tu te retrouves avec des désavantages. Les désavantages, notamment, ils ont été mis sur Mickey, mais ils ont aussi été mis sur Caps, selon moi, qui s'est retrouvé avec des match-ups qui n'étaient pas aussi favorable que ce que l'on voulait en tout cas pour lui. Et le bait du Sylas contre toute cette Fate, qui est un match-up qui peut être correct encore une fois, mais qui n'a pas de priorité en early game. Et quand tu n'as pas de priorité en early game, par exemple, tu peux pas te retrouver avec un pick in red. Ça a été l'un des gros défauts du draft de G2 par exemple. Ouais, ok. Laure, je te pose un peu la même question. On parlait du pick support. Est-ce que tu penses que c'était un manque de planification, donc un travail préalable qui a été fait, ou des erreurs de travail préalable, ou est-ce que quand tu penses au contraire que c'est vraiment, comme le dit Tréton, des limitations individuelles de champion pool ou des confiances, on va dire de confiance pool du côté des joueurs G2, parce que je pense qu'ils peuvent tout jouer, C'est ça le qui ont truc fait en défaut? fait, c'est que j'ai du mal à voir des limitations de champion pool du côté de G2, mais encore une fois, on parle d'un G2 en 2020 qui peut se permettre moins de versatilité justement sur les champions qui jouent, justement dû au fait que la méta ne fonctionne pas comme ça en fait et que le jeu n'est plus fait comme ça. Et cette trap card qu'ils avaient avant qui leur donnait un avantage, aujourd'hui en fait je pense qu'ils sont obligés de se mettre au même niveau que tout le monde avec des pics clés qui fonctionnent et qui fonctionnent pour des raisons et sur lesquelles tu dois mettre la priorité. Et on peut reparler de ce pic Léona qui je pense a été une des clés du BO. J'ai du mal à saisir déjà comment on peut laisser Léona open dans les mains de Beryl et blind Rakan contre ce champion. En fait, je sais pas, on a passé les 3 quarts des Worlds avec le support qui était le pic clé que tu voulais révéler vraiment à la fin. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un aspect que G2 a complètement laissé de côté
aujourd'hui, dans la globalité, parce que Mickey s'est retrouvé enfin, il s'est retrouvé dans des situations de blind dans la plupart des games. Donc, je sais pas, peut-être pas mis assez d'accent sur le support, J'ai une mais en théorie. même temps, ouais, vas-y. J'ai une théorie côté G2 qui, je pense, est moins rigoureux que la Corée. Je pense que G2 en quart de finale a beaucoup Scream Fnatic, a beaucoup Scream Illisang, qui est un très bon support qui tenait tête très certainement à Mikix. Mikix, il a du Scream Kill, il a du Scream One Fang et Sword Art. Pour moi, Mikix a 3 fois leur level, il est beaucoup beaucoup plus fort. Et ça m'étonnerait pas du tout contre TES ou contre Suning en Scream, il puisse se permettre du coup de blind pick en permanence. Il se faisait pas punir, ça marchait très très bien. Et du coup, G2, qui n'ont pas forcément la rigueur coréenne, se sont dit ah bah attends, Mikix est capable de gagner le match-up quand même. On a un joker, on va essayer contre Damwon, ça va fonctionner, on va faire comme en Scream. En Scream, en plus des échos qu'on avait, ça fonctionnait très très bien. Donc quand ça fonctionne bien en Scream, tu as envie de le faire aussi. Sauf qu'ils ont un petit peu oublié que Beryl, c'est autre chose, totalement autre chose que les supports chinois actuellement dans ces Worlds. Et forcément, Ouais. ils se sont fait punir parce que Beryl sur des counterpicks, bah, quand tu as Leona contre Rakan, ta phase de lane, même dans les teamfights, etc., il y a beaucoup de facilité pour Leona. Alors pour réagir là-dessus, pour le coup, c'est un point que j'ai abordé avec Mickey quand je lui ai parlé à la fin du BO. J'ai pu avoir une interview de 10 minutes avec lui qui sortira dans Euphoria. Et justement, je lui ai dit, bon, on va parler de vos résultats de scrim parce que de toute façon, vous êtes out de la compétition. J'ai entendu que vous aviez massacré les Chinois de l'autre côté du bracket. Est-ce que justement, vous n'avez pas été biaisé par vos dernières performances, ce qui a fait que vous vous êtes senti un petit peu trop confortable aujourd'hui? Bon, évidemment, il m'a dit non, enfin, on a int, etc. Mais oui, il a admis que peut-être les scrims avaient biaisé les choses. Donc, je suis d'accord avec toi, Tréton, et à mon avis, il y a une part de vrai dans ce que tu viens de dire. Je reviens juste rapidement avant de rentrer dans la game 2, qui était la seule game victorieuse de G2. Tu parlais de la diversité de Champion Pool et de la versatilité. Je crois que c'est pas un terme français, versatilité, on l'abuse, mais Si, si. si, Non, c'est bon. être je crois versatile. que si. Ouais, Ouais, bon, écoute, versatile, c'est un voilà, mot. la Ouais, ouais. polyvalence de G2, Oui, c'est bien. pour prendre un terme, Oui, c'est je mieux. suis Plus garanti, positif en je plus. suis certain que c'est un terme français. La polyvalence de G2, en 2019, j'ai ouvert les stats, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir que Perks, il a joué Sona, mais il a joué Pyke, il a joué Mordeux, il a joué Cassio, il a joué Orianna, il a joué Zoé. Alors bien évidemment, c'est pas son champion pool majeur, hein. Il a joué là comme tout le monde en 2019. Kai'Sa, Orianna, Kai'Sa, Xayah en masse. Il avait son Yasuo aussi, son Gragas Yasuo bot avec Mickey X. Mmh. Au On y a niveau cru à un moment au Gragas, d'ailleurs, dans le BO. Et On en là, parlera. ouais, et là, on se rend compte que oui, G2 joue la méta. G2 n'a pas eu sa trap card, ce Pyke qui a fait si mal à SKT en 2019 et qui leur a permis non seulement au MSI, mais aussi aux Worlds d'aller surprendre SKT. Ben, ce Pyke qui manquait terriblement dans l'arsenal de G2 Tréton. Ouais. Bien évidemment, je prends l'exemple de Pyke, mais cette trap card, ben, il l'avait pas cette année G2. Ils n'avaient pas un champion en plus. En tout cas, bon, on l'a tenté avec la Akali. On reviendra dessus, mais on l'a tenté avec la Akali qui n'a pas fonctionné, mais qui pour moi était un petit peu peut-être une trap card du côté des G2 dès qu'ils ont vu pardon, le Ouais. pic de Syndra. Par contre, le gros problème du côté de Perse, c'est qu'il y avait deux champions. Il y a deux champions pour moi dans lesquels il a été performant dans les Worlds. C'est seulement Jhin et Ezreal. Il n'y en a aucun autre. Sur Lucian, ça n'a pas fonctionné. Sur Ashe, il n'a pas été excellent. Sur Senna, pour moi, ça n'a pas été une référence du tout comparé à des Jackie Love dans le tournoi. T'as même pas les AP qui sont jouables bot lane. Donc forcément, du côté de Perse, en termes de pool de champion, on savait qu'il y aurait une grosse faiblesse. Elle a été totalement exploitée par les Damwon qui ont fait plusieurs bans sur Jhin, qui l'ont priorisé aussi extrêmement haut dans la première game. Ça m'étonnerait que G2 était prêt au fait que Jhin allait être pris dans la première rotation red side. C'était la première fois qu'on voyait ça dans ces Worlds. Damwon s'est adapté, s'est dit bon, on va sortir par sa zone de confiance. Et une fois qu'il était sorti de sa zone de confiance, que Mikix en plus jouait pas forcément son meilleur League of Legends, la bot lane était gratuite. Et en solo lane, t'as beau avoir Caps et Wunder qui tenaient honnêtement très très bien, j'ai trouvé leur match-up. T'as quand même en face deux monstres qui aussi ne vont jamais passer derrière. Ouais, bah justement, tu parles de ce Ezreal, ça donne une très bonne transition pour la game 2. Donc G2 en game 2, donc voilà, la game 1, c'est vraiment un énorme stomp, hein. G2 qui sent très vite que la game leur glisse des mains, qui force des plays pour essayer de revenir, ça marche pas. Généralement, c'est ce que tu fais en scrim, quoi. Tu forces un play en disant si on gagne pas ce fight, de toute façon, on peut pas gagner. Et après, bon, Damwon autoroute, ouvrir la voie du milieu. On arrive donc dans cette game 2 et on donne la priorité mid avec TF Kindred contre Grave Sylas. Sylas TF qui a été un énorme enjeu, hein, en termes de match-up et qui sera un énorme enjeu de ces Worlds de toute façon, je pense, jusqu'à la fin. Donc il nous reste encore 2 BO5. TF Kindred, Camille, donc le fameux TF Camille qui est extrêmement difficile à contrer. Et là, on donne Leona Ezreal, donc on a des pics de confiance et on a quasiment ce qui se fait le plus fort en red side sur le patch. En tout cas, dans la méta de ces Worlds, c'est très dur de contrer le TF Camille. Réponse de Fiora, on attendait de voir Fiora contre TF, contre Camille, et puis c'est très bien contre TF avec la riposte. Et là, on sent des G2
qui exécute un bon League of Legends, toujours très, voire trop agressif sur certains plays. Laure, est-ce que cette Game 2 t'a redonné de l'espoir ou est-ce que tu avais quand même l'impression que Damwon avait un peu une draft et que ça allait être une sanction? Franchement, pas des masses, parce que G2, je trouve qu'ils le jouent pas super bien leur début de gamme. Vraiment, on récupère le First Blood. Mais il y a tellement de misplays, de spells manqués, de perks qui essayent de dive 1v2 qui au final va donner un kill qu'il aurait jamais dû donner à Ghost. Enfin, je sais pas. À part la Fiora qui a été complètement cancel et qui n'a eu aucun impact sur la partie, ce qui était très très important pour G2 honnêtement. J'ai pas été du tout convaincu par l'early de G2, par la phase de lane de G2. C'est des choses qui s'assemblent bien, mais finalement ce qu'il aimait bien en avant dans la gamme, c'est juste un fight à 26 minutes qu'ils prennent juste avant de prendre le Nashor. Et avant ça, j'ai pas trouvé G2 réellement convaincant. Donc c'est une victoire, certes, mais c'est pas une victoire aussi écrasante que ce que j'aurais pu attendre. Honnêtement, je trouve que mécaniquement, les joueurs G2 ont été bien en dessous de ce qu'on avait vu au BO précédent dans la globalité, et notamment dans cette game 2. Alors, je vais faire l'avocat du diable. J'ai trouvé les joueurs G2 corrects. Je pense pas qu'ils aient beaucoup moins bien joué que quand ils jouent contre Fnatic en Europe. Tu vois, c'est seulement que cette année, ils n'ont pas toujours joué parfaitement. Mais je pense pas qu'ils ont sous-performé. J'ai envie plutôt de mettre ça sur le fait que Damwon. T'as un peu tu vois, quand tu regardes des vidéos de gens qui smurfent, tu vois. Des gens qui sont, par exemple, je sais pas, challenger et qui jouent en D1 ou en D2. Et tu vois, moi j'avais posé cette question une fois où je regardais Eka jouer en solo queue. Et je le vois dodge un spell, mais vraiment genre un flash spell, tu vois. Et en fait, il remontait un compte parce qu'il avait un deuxième compte, il remonte un compte. Et je lui dis, mais comment tu savais qu'il allait faire ça? Et il me regarde, il me dit, bah c'était évident, tu vois. Il pouvait faire que ça. Ce qui est très marrant parce que c'est vrai que les joueurs pro jouent beaucoup par réaction. Et j'avais cette sensation-là quand je regardais Damwon jouer contre G2. C'était pas spécialement que G2 jouait mal, c'est que en fait, il y avait tellement une classe d'écart sur l'anticipation des match-ups et l'anticipation des phases d'agression de G2 du côté de Damwon que tu vois Showmaker, on arrive 3 flashs dessus, il fait un sidestep, il évite le sorclé, il flash out, derrière G2 a plus d'options, re-engage et tue. Je sais pas si t'as cette impression Tréton, mais vraiment une classe d'écart dans la lecture des situations du côté de Damwon qui donne l'impression que G2 pouvait vraiment rien faire dans quasiment tout ce BO. Alors, je suis assez d'accord. Potentiellement, ça vient de ce que tu viens de dire. Moi, je pense que ça vient aussi d'un autre truc, c'est que Damwon était extrêmement confiant dans leur plan de jeu et c'était extrêmement confiant dans leur landing phase. C'était eux qui mettaient la pression dans la landing phase. Même dans cette game où on a fait un 0-7 du côté de la Fiora, c'était lui en permanence qui mettait de la pression. C'était lui qui mettait de la pression de kill en permanence. Pareil en bot, on mettait la pression de kill tout le temps. Et sur quasiment toutes les games du BO, Damwon bousculait G2 en termes de landing phase. Et quand tu es un joueur et que tu es bousculé en landing phase, c'est beaucoup plus difficile après dans ta game d'être lucide, de bien jouer ta partie, d'essayer d'anticiper, etc. Parce que tu as toujours un coup de retard. Et les Damwon avaient toujours ce coup d'avance qui partait pour moi de la landing phase et même en avantage mental. Et après, forcément, du côté G2, ça s'est beaucoup fait outplay. Même si je trouvais que dans cette game 2, il y a eu aussi des très très belles choses de leur côté. Et notamment un excellent Jankos. Jankos, je ne l'attendais pas chez moi dans le tournoi. Pour moi, il a été vraiment bon et il a fait une bonne demi-finale. C'est le meilleur pour le joueur. coup, il est pas mal tapé dessus. Il s'en est très très bien sorti. Wunder a été correct aussi. Et Caps, entre mais des bonnes les deux premières games, Caps très bonne gold card. Ces 2 premières games, pour moi, il était au niveau de Caps qu'on attendait. Par contre, la game 3 et la game 4, il a été largement en dessous. Il s'est fait sécher par Showmaker. Peut-être une deuxième question pour toi, Tréton, parce que c'est une question purement draft et méta. Ce pic de Fiora, je sais que tu n'es pas un expert de la top lane. Est-ce que cette game, c'est pas la définition de pourquoi Fiora ne peut pas être prise en saison 10? Parce qu'on voit Damwon qui a une claire condition de victoire sur la Fiora, mais qui peuvent jamais groupe. Donc du coup, G2 prennent 4 dragons. Du coup, ils inversent le match avec la Fired Soul, ils inversent le match-up Camille Fiora. Bon, enfin, ils n'inversent pas, mais ils empêchent la Fiora vraiment de prendre la game à son compte. Et est-ce qu'on peut vraiment jouer split push en saison 10 quand les objectifs que tu as besoin de prendre regroupés sont si importants, notamment le Drake? Il y a beaucoup de choses. Pour moi, dans ces games, il y a beaucoup de choses. Déjà, quand tu as Kindred TF contre Graves, Sylas, tu as auto-win ton mid-jungle. Le mid-jungle est auto-win du côté des G2. Donc, comment on fait pour gagner la partie du côté d'Amon? Il faut aller prendre des hard win conditions, que ce soit sur la top lane ou sur la bot lane. Techniquement, sur la bot lane, ils avaient le push avec H, Seth contre Ezreal, Leona. Tu es censé avoir le push en permanence. Ils se sont ratés, ils ont perdu leur 2v2. Du coup, ils ont perdu les dragons beaucoup trop rapidement. Et Fiora a été forcée de groupe à des timings où elle ne voulait pas parce qu'il y avait un snowball de dragon. Ce qui a fait que le champion avait l'air moins bon.
Et ce qui fait surtout qu'un champion comme Jax est beaucoup plus facilement utilisable dans ce genre de cas. Tu te fais beaucoup moins punir si ta botlane se rate, parce que tu as ce côté où tu peux aller teamfight avec Jax, ce qui n'est pas le cas avec Fiora. Surtout que Jax était piquable en voyant Camille, Kindred, Jax. Tu vois ces TF. 3 champions. Tu sais, oui, pardon, c'était Camille, Kindred, TF, pardon. Et du coup, tu peux pick Jax là-dedans, c'est gratuit. T'as le meilleur Jax de tous les temps. Dès que tu appuies sur eux, tu es invincible. Tu sais que Perse va jouer un AD 100%, il n'y a pas d'AP sur la botlane actuellement. Donc le Jax était gratuit. Il a voulu jouer sa Fiora parce que pour moi, il a voulu faire le beau jeu et solo carry la game. Sa botlane a fait une erreur. C'est même pas de sa faute, juste sa botlane a fait une erreur. Ils ont perdu les Drake trop rapidement et la game était terminée. Et c'est pour ça que Fiora est beaucoup trop dur à jouer. Parce qu'une erreur de ton équipe, même pas la tienne, fait que tu perds la game. Là où Jax, dans ce même coup de torpic, il aurait pu largement carry la game solo. Better bot lane win, on le dit tout le temps. Vraiment pas. Victoire donc de G2. Bah moi c'est le moment où je vais me coucher. Donc c'est le moment où je me dis bon bah c'est maintenant Dieu de League of Legends, je me reviens à vous parce que je peux pas regarder le reste. Donc du coup moi j'ai regardé les replays des autres games, ce qui est pas exactement la même chose. Pour donner mon ressenti, moi encore une fois je trouvais les G2 dans la force. Tu vois, ils étaient vraiment en train de forcer. Comme les petites équipes qui jouaient contre SKT à l'époque, ils disaient attends, faut qu'on tue Faker, non mais faut qu'on tue Faker, mais c'est pas grave, au pire on met l'arbitre sur le terrain, mais faut qu'on tue Faker. Et tu vois que Faker en fait il absorbait la pression, et c'est toujours le niveau de maîtrise supérieur sur League of Legends, c'est d'absorber la pression plutôt que de la créer. Et c'est vrai que bon, j'ai trouvé Damwon largement au-dessus, mais j'avais cette espèce de lueur d'espoir de me dire que peut-être, si jamais des conditions de draft sont parfaitement alignées, G2 pourrait faire quelque chose. Bon, je me suis réveillé en regardant Wikipédia ce matin, je vois 3-1 et je suis pas étonné. J'y croyais tellement plus, moi, après la game 1, c'est fou, quoi. Je me mets dans mon lit. Là, je suis vraiment éclaté, quoi. Il est 5h10, un truc comme ça. Tu sais, j'ai les yeux gonflés et tout, et je suis en mode ok, je vais quand même regarder la draft de la game 3. Et bah écoute, moi je la trouvais élégante parce qu'on en a parlé de cette Akali. On en a parlé de cette Akali. Et au moment où ils prennent Jhin, Kindred, Akali, alors j'aime pas Kindred personnellement avec Akali, je pense que c'est un peu du Turbo Int. Parce que c'est deux champions qui ont besoin qu'on joue autour d'eux. Et donc du coup, bah, qui joue pour l'autre, quoi. Tu vois, qui fait papa, qui fait maman dans le mid-jungle. C'est une bonne expression, ça, pour le cast traiton. Qui fait... ressentir un casque. Mais finalement, il y a ce pic Lulu auquel j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas du tout pensé, les Damwon. Et une fois qu'il y a ce pic Lulu dans la draft, qui est flex, ça force Mickey X non seulement à blind pick le Panthéon, et Sion à être blind pick aussi. Donc un match-up, un des deux va se prendre une douille. Et là, Damwon qui est un peu échec et mat dès la draft G2. J'avais quand même de l'espoir. Je sais pas comment tu as vécu ça, Laure, mais t'en penses quoi un petit peu avant même de rentrer dans la game? Qu'est-ce que tu penses du plan de jeu G2 et de leur draft? Je pense que c'est la merde parce qu'en plus tu vois Ghost, c'est horrible de dire ça, mais genre en plus tu vois Ghost over le Panthéon, donc genre j'ai l'impression qu'ils ont bait G2 en plus pour prendre ce Panthéon, et on sait qu'il y a une situation qui est compliquée sur la botlane où de toute façon tu vas devoir soit ban Panthéon, soit mettre une priorité sur le pick, soit prendre Léona. Et ce pick Lulu, je suis surprise qu'il ne l'ait pas vu venir parce qu'on sait que c'est quelque chose que Damwon a joué, on sait que c'est un pick qui peut flex en plus. Et je suis pas contre la Kali, surtout pas contre Syndra en fait, parce que tu concèdes les premières minutes pour ensuite avoir un match-up qui est imprenable après. Mais pareil, peut-être pourquoi. Enfin, je sais pas, peut-être ban autre chose, mais en même temps, ce ban de 7, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? C'est des questions que je me pose. Encore une fois, j'en reviens toujours avec G2 sur les pics qu'ils ont priorisés et les bans qu'ils ont priorisés. Et effectivement, ouais, c'est problématique de devoir bannir Nidalee quand t'es de ce côté-là. Je ne comprends pas réellement le pick Kindred. J'aurais voulu voir Yankos sur autre chose. Mais encore une fois, pour moi, c'est la botlane qui n'a pas été résolue par G2, j'ai l'impression, dans ce BO. Et le Sion ne m'a pas posé de problème, par contre. Le Sion Omnistone, je l'ai trouvé assez intéressant comme champion. Ouais. Oui, il a très bien joué, Winter, au passage. Ouais. Oui, non, il joue très très bien. Est-ce que tu as cette même sensation que, tu sais, tu connais le même avec la trap card, là, You Just Activated My Trap Card? J'ai l'impression que le moment où ils prennent la Lulu, moi je regarde ça et tu vois, j'étais en train de réfléchir dans mon plumard avant de coucher. Je dis, mais comment tu fais? Parce que il n'y a pas tant de pics support qui peuvent punir une Lulu qui sont pas all-in, mais si jamais ils font ça, la Lulu va top. Et du coup, oui, ils ont le counter pick sur la Lulu, mais ils vont prendre quoi? Un Rise contre Lulu pour scale. Il n'y a pas de pick qui va détruire Lulu en lane parce que c'est trop fort. Et ils vont se faire absolument éclate sur le bot side. Au contraire. À un moment, je me suis même demandé s'ils n'allaient pas envoyer Syndra bot.
Ils pouvaient presque, mais bon, ils ont pris H très tôt, donc c'était un peu compliqué parce que H solo lane avec sa move speed, bonjour les Non, non, ganks. mais oui, c'est sûr. Mais avant, justement, vu qu'ils Ouais. avaient pris Syndra avant, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être l'intention ici? Mais Mais bref, ouais, c'est là, j'avais l'impression que tu vois, c'était qu'est-ce que tu préfères, tu vois? Est-ce que tu préfères qu'on te c'est coupe ça. les deux bras ou Le, alors qu'on te coupe les bon, deux jambes, quoi? Puis t'as le Red Akali, finalement, elle perd son intérêt, du coup, avec C'est ça. Ouais. ça, parce qu'il y a Lulu Terrible. qui est très très embêtante. Le truc, c'est que 7, c'est aussi très très embêtant, par exemple, pour Akali. On le sait, le Red Side, dans ses BO5, il est Ok. absolument broken. C'est une vérité. On sait qu'en termes de Ouais. Blue Side, c'est très très difficile de le gagner dans le BO5. Et il y a une raison, en tout cas, ce qu'on avait vu avec Chips pour avoir étudié un petit peu le truc, c'est que très souvent, en termes de last pick, on préfère aller partir sur soit un top laner, soit sur un support et prendre le counter matchup. C'est les counter matchup qui actuellement dans League of Legends, de ce que l'on comprend, ont le plus de valeur. C'est sur ces deux positions-là. Ce que fait Lulu et ce que font 7, c'est broken en 4ème rotation en red side, parce que c'est les seuls champions dans League of Legends, avec peut-être Karma, d'ailleurs. Moi, j'attendrais peut-être une Karma, Qui pourquoi sont pas, top bon, le nerf a support? été gros, qui sont top support. Il n'y en a pas des milliers. Il n'y en a pas énormément au final. Et le fait qu'il y ait ces deux-là qui soient disponibles, forcément, tu es obligé de ban le 7. Ils avaient peur du Renekton, parce que je pense que Renekton contre Sion, La c'est très Poppy très aussi. difficile à jouer. Ouais. T'as... Oui. Bon, après, t'as Poppy, t'as Shen, mais ils sont peut-être un petit peu d'actualité, tu vois, ils marchent moins bien. Et c'est des Mais moins bons supports, ouais. tu peux aller chercher Shen. Par exemple, Shen, pour moi, tu peux aller chercher. Et le truc de Red Side, d'avoir double counter pick sur top lane, sur support, les deux rôles à counter pick les plus broken, bah ça, c'est un Red Side qui est bien utilisé. Et c'est pour ça que le Red Side est broken en BO5. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire, malheureusement, chez deux dans la 4ème game. Et pour moi, à partir de celle-là, tu vois C'est que fini. ça enchaîne très très bien du Rideau. côté de la moine. Mais je me dis, il y avait encore un truc en game 4, mais la draft. Honnêtement, enfin, si on doit retenir quelque chose de cette game 2, enfin game 3, pardon, c'est le Panthéon de Mickey aussi. Ouais, il nous a fait une. Mais plus belles Yota. heures de flex, hein, le Panthéon de Il nous a Mickey, fait, il nous honnêtement. a fait une Opodo, quoi. Tu vois. La Opodo, c'est tu 0-6 ta phase de groupe et t'es sur Opodo pendant les drafts, quoi. C'est. Après, au passage, la support diff a aussi donné tout cet avantage, le fait, Diff, cette etc. impression, non, mais cette impression d'avoir G2 qui est en permanence en train de forcer, elle vient aussi beaucoup du fait que comme en support, ils avaient très peu de contrôle, du coup très peu de contrôle de Ouais. vision. Quand tu es une équipe, tu es un petit peu obligé de forcer des plays, tu es obligé de gamble, parce que tu sais pas où sont les adversaires, c'est beaucoup plus facile de jouer du côté de Damwon quand tu as cette priorité en botlane et quand tu as cette vision. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça en fait. C'est que le problème, c'est que Damwon, c'est l'équipe méticuleuse qui va prévoir chacun de ses plays par rapport à la vision et les informations qu'ils ont sur leurs adversaires. Et à ce jeu-là, en fait, tu peux pas tenter un random coup de poker et skirmish dans le sens où tu sais pas où sont les adversaires et tu sais pas les informations qu'ils ont sur toi. Donc, c'était beaucoup de forcing à partir de ce moment-là pour G2. Et Oui. fin du BO pour moi, hein, ici. C'est Bah, bon. Chacun rentre chez soi. on peut, On on peut arrête. même extrapoler un petit peu parce que c'est vrai que la game 4 finalement elle est relativement anecdotique après la défaite de G2 sans rentrer dans les mers de la game en game 3 parce que bon c'est vrai que grosso modo comme tu dis Panthéon int et l'Akali se fait complètement museler par la Lulu qui va press R sur la target que Akali enfin Akali le combo c'est que tu vas sur E t'appuies sur E, tu mets le shuriken, tu reviens sur la cible et tu lui mets les dégâts. Donc quand tu vas sur la cible, tu te fais pop dans les airs, full CC par une Leona et que tu meurs et que tu es obligé de air out, c'est compliqué. La dernière game, bon bah j'ai pas de carton rouge, mais il me faudrait un carton rouge. Ouais, j'ai ma carte bleue, mais je vais peut-être pas mettre ma carte bleue sur le podcast. Carton rouge, instantanément, on lève. On avait mis un énorme tacle à Team Liquid à la gorge avec les crampons bien affûtés. Pareil, grabs, 3 losing lane et un losing jungle. Ça, c'est comme Cassadin sur Wave Clear. On jette traitons. Carton rouge, oui ou non? Oui. J'étais au casse dans la game, et tu sais, c'est ce moment où tu as des milliers de personnes qui regardent sur OG en l'occurrence, il y a beaucoup de monde, Centaines de merci à vous. milliers, des milliards presque. Ouais, il y a des milliards, ouais, je pense, il y a toute la population du monde sur Eurogaming, et tu as ce moment où tu dis en live, bah, la draft C'est elle va être perdu. difficile. C'est perdu. Attention, ils ont pas de pro headline. Tu peux pas dire ça, parce que si tu te trompes, après tu te fais choper, et tu peux pas. Enfin, moi, je peux pas faire de prono, tu vois. Mais c'est Ouais, vrai mais que la draft. ça, tu vois, ça c'est pour faire un petit aparté. Ça, c'est un truc, tu te mouilles jamais, mon gros. Tu te mouilles jamais. Tu vois, Je me dis à de ma ouf. grande époque, moi j'aurais dit, ça c'est une draft de merde. Ça c'est une énorme draft de merde. Et je leur ai dit comme ça. Ça On c'est le 3 fait losing lane. souvent. Et je le sais parce que je lui ai déjà envoyé des MP en lui disant fais gaffe, T'avais Koto, peur des tu vas menaces de faire mort. la T'avais En peur des gros, menaces de mort. évidemment, mais en gros, je le fais de ouf. Je le fais à balle, mais je l'ai juste pas fait au World, parce que maintenant j'ai eu cette T'as eu réputation raison. de jinxer. Et le truc, c'est que si je le fais au World, les fans G2, les fans Celtic qui perdent au World, ils vont trouver mon adresse, ils vont me choper, tu vois. Les T'as eu fans raison, les gens BO, sont des malades, hein, c'est vraiment. ça, ou même les fans Celtic, quand je leur jinx une game en LEC, ils sont en mode
Tranquille, frérot, tu nous Rien fais que le chier, fait que mais tu dises que tranquille. tu Je te jinxes croise dans une le game, tu RER. jinxes rien du tout. T'es pas derrière les joueurs à leur Mais mettre des chiquettes, tu vois, genre pour qu'ils évidemment, jinxent. Tu jinxes rien. c'est du Non mais second rien que degré. le... Mais je Ouais, sais qu'il y a un problème avec le LEC avec ça actuellement. c'est ouf. Non mais honnêtement, les fans genre qui y croient vraiment et qui sont là, ouais, tweet pas ça, t'es en train de les juger, je suis là, gros, enfin tranquille, on arrête le Juste pour chamanisme, dire, hein, ça n'a pas d'impact. Mais je là, n'ai la pas draft, d'emploi actuellement. Donc, si vous avez besoin de casser les jambes de Tréton, je sais où il habite. Donc, si vous êtes fan de Fnatic, fan de G2, il a jinx votre équipe préférée, même en LFL, ou alors au contraire, vous voulez des services de maraboutisme, vous pouvez me faire un virement. Et je m'occuperai, bien évidemment, je veux bien être On mettra ton PayPal. Exactement, voilà, je mettrai mon PayPal dans la description et Tréton souffrira proportionnellement à l'argent que vous mettez sur ce compte. Mais Donc tout ira Mais- bien. au passage, pour revenir sur cette draft, Oui. t'as 3 losing lanes, genre 7 contre C'est un attentat. Horn. Hein. C'est un Tu ne peux attentat. pas gagner. Tout cette fête contre Sylas, le problème c'est que Sylas, dans la tête que j'ai deux, c'est pas vraiment une losing lane parce que tu penses que c'est un counter pick, que Sylas te permet de jouer, enfin que TF te permet de jouer Sylas, etc. Pour moi, ça a été faux. Sur les grosses équipes, c'est faux parce que t'as pas le push en early game, c'est le push qui est important. Du coup, tu te retrouves avec le push du côté de Canyon sur ta mid lane. Tu as le match-up positif Kindred contre Graves, donc tu l'abuses forcément. Et en bot lane, tu te retrouves avec Nautilus qui se fait counter pick par Braum et C9 to Caitlyn. Donc tu as aussi zéro push, absolument zéro push. Et c'est impossible de jouer comme ça contre Damwon. Et ils ont pris une game en 19 minutes, archi sèche. Et il n'y avait aucune réponse du côté des G2. C'était impossible de jouer la game contre une équipe aussi forte que Damwon. Je pense que tu mets n'importe qui, tu mets même la plus grande équipe de League of Legends de tous les temps, tu ne gagneras pas cette partie avec cette draft. Est-ce que c'est Tréton, pas, le c'est pas last Damwon pick de Nautilus dans Ah. Brome, justement, pic de confort. Bard, Enfin, choix s'il de joue confort, Bard. tu penses Moi, Non, j'ai je suis crié d'accord Bard. avec toi, mais Attends, tu mais- l'expliques comment du coup Parce qu'ils ont mis longtemps à vendre le pic en plus. Hein. Full panique. Pour moi, je l'explique en mode Ok. mince, il faut aller chercher la Caitlyn. Il nous faut un pick pour aller chercher Caitlyn. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher une Caitlyn? Blitzcrank, c'est foutu. C'est trop difficile à jouer à ce niveau-là et c'est Ouais. trop difficile à jouer contre un Braum. Du coup, il reste quoi? Il reste Nautilus. Tu ne peux pas jouer Leona parce qu'avec ton E, tu n'as pas la range d'avoir la Caitlyn, donc il te faut absolument un flash. Pour moi, il fallait qu'il pique Bard et qu'il tente quelque chose avec Bard, sachant que Bard Senna, ça tient plus ou moins Caitlyn de par le fait que tu mets plein de heal derrière et du coup, tu tiens un petit peu la pression. Et après, tu te retrouves quand même avec un Twisted Fate et une Caitlyn, oui, qui sont attaquables par des ultimates de Bard et qui donne aussi de l'amplitude à Mikix dans ses plays et qui va lui donner la possibilité d'enfin mettre de la vision et de mettre son plan de jeu à exécution. Le truc, c'est que je pense qu'il n'était pas en confiance. Il n'y a même pas qui aurait été jouable au passage, mais pareil, il n'est pas assez en confiance. Et du coup, il n'a pas sorti ses champions. On l'a mis sur un Nautilus. Et quand j'ai vu le pick Nautilus, j'étais en mode, bah, c'est terminé. C'est fini, Il n'y a même pas. En même temps, ouais. Si tu utilises ton last pick red side pour pick un Nautilus et Toto Counter contre Braum, on l'a vu juste avant du côté des Damwon, ils ont utilisé même leur 4ème pour full counter la composition G2. Bah, tu leur donnes la game, tu leur offres sur un plateau, quoi. Sachant Ouais, de la game 3 à la game 4. Enfin, je sais pas, je me mets dans la tête de Mickey, dis-moi si j'ai tort, Tréton, mais il a pas fait une game qui était forcément folle et il arrive en se disant vas-y, je vais pas prendre de risques et il part Mais là-dessus. Au passage, c'est pareil pour Nuguri. Hein. Il a lâché son meilleur 0-6 avec sa Fura. Oui. Le coach lui a fait frérot, tu joues Lulu. Écoute, Il on a se joué calme. Lulu. Pas de soucis. Tu vas appuyer sur Parle W en d'Elster, teamfight. ferme ta gueule. Mais ça, C'est c'est la vrai, grosse ouais. force de Damwon en 2020 d'ailleurs. Hein. C'est la polyvalence de Nuguri qui, à l'époque, jouait. Tu savais que c'était Vladimir ou Camille à toutes les, ou ouais, Crypto. Kennen ou Jace. T'avais 4 champions pour Nuguri. Et là, le mec, s'il doit jouer sa meilleure Maokai Duty et jouer un Dog Champ pendant 30 minutes, il le fait tranquille. Bon, les champions range, ça a quand même le contrôle de wave. D'ailleurs, c'est un truc que Mais j'aimerais que vous c'est- ajoutiez dans le cast OG et j'en parle. Je pense que plutôt que de dire qu'ils ont le push, vous devriez dire qu'ils ont le contrôle de la wave. Parce que les champions qui peuvent push, ils peuvent freeze et avoir le contrôle Ouais, de c'est wave, je pense que ça donne plus de. C'est un meilleur terme pour le truc et je voulais en parler, mais c'est peut-être pas le moment pour en Pro parler. tips. Pro tips. Forcément le moment. Mais par contre, Nautilus, au passage, tu parles- juste 2-11. Vas-y. pour revenir sur certaines choses, genre un G2 des grands jours, je pense que quand ils voient le pic Lulu ou quand ils voient des pics un petit peu curveball comme ça lancés par Damwon, leur réponse doit être de faire la même chose et par exemple de partir sur genre Karma Shen. Et genre Karma sur la top lane du côté de Wunder, on l'a vu, il a joué Janna top lane, il a joué des champions range top lane, il a joué des champions à shield. Bah tu dis à Nuguri, très bien, tu joues un champion à shield, moi aussi je joue un champion à shield, on va jouer au même jeu. Et c'est un truc, genre G2 l'année dernière, je suis quasiment convaincu qu'ils auraient fait ça. Là, ils ont essayé de jouer standard. C'est Damwon qui a lancé les curveballs, c'est Damwon qui avait le lead à chaque fois en draft. C'est eux qui ont innové avec des pick Jhin beaucoup plus tôt que prévu. C'est eux qui ont innové dans la game 4 avec un first pick test qui n'avait pas été fait dans ce BO là en particulier. C'est eux qui innovent avec Lulu. Et c'est juste eux qui avaient l'avantage. Et c'est normal que ce soit eux qui se retrouvent avec le 3. Alors, En fait, on disait beaucoup que dans ce BO, il y a énormément de choses qui se joueraient à la draft. Ça a été le cas. Je sais pas si. J'ai pas envie d'attribuer ça à un manque de préparation de G2, mais peut-être plus un manque de confiance, donc qui induit un manque d'outils par rapport à l'an dernier, parce que je me demande, Tréton et Ouzab d'ailleurs, à quel point ça serait difficile
dans la méta actuelle et dans la façon dont le jeu est joué actuellement, de jouer comme G2 en 2019 et d'être aussi créatif avec les picks qu'ils ont. C'est Est-ce que c'est un truc qui est impossible. infaisable ou pas? Ok, C'est d'accord. impossible. Et en fait, Je pour, suis pas pour répondre à certain. cette question, Ok. c'est tout simplement qu'en fait, le G2 de 2019 joue pas pour la jungle. En fait, le vrai souci, c'est que tu regardes quel jungler C'est est vrai. devant et tu sais qui gagne la game. C'est littéralement ça. La game 1, c'est un jungle diff. La game 2, c'est une jungle diff. La game 3, les lanes ne sont qu'un catalyseur de la jungle, puisqu'en fait, tu te rends compte que créer une différence massive sur une lane, il faut la dive en créant un slow push. Ça demande d'avoir le push sur la lane. Ça demande d'avoir la priorité sur une autre lane, que la lane qui a la priorité rotate vers la lane où il y a le slow push, crash, exécute le dive, que l'équipe adverse ne. Alors qu'en jungle, si jamais tu as, la priorité de lane adjacente sur un quart de jungle et que tu prends les camps, tu crées un lead. Et vu qu'ils ont augmenté l'XP de la jungle et qu'ils ont détruit le catch-up XP, la meilleure manière de créer un lead majeur qui empêche l'équipe adverse de se regrouper et de contester les fights, c'est dans la jungle. Quand tu as un jungler qui a 3 niveaux de retard, tu peux pas contester les drakes. Et du coup, tu regardes Jankos en 2019, c'est Jarvan, Elise, Rek'Sai, Olaf, Sejuani, Lee Sin et Gragas. C'est-à-dire que après ces pics-là, tu as son Carthus, il était connu pour jouer Carthus. Donc tu te rends compte que ce sont que des champions qui sont des champions qui veulent faire un clear level 3 très rapidement, impacter les lanes le plus possible, jouer avec un scaling limité, c'est que des champions qui se font outscale à part Sejuani mais qui est un tank. Et la force de G2, c'était justement la force de Janko, c'était d'enable ces lanes. Et là, il y a un reverse playstyle qui est les lanes enable la jungle. Et ça crée un énorme problème de paradigme qui est que les win conditions de G2 ne sont plus les mêmes parce que ce ne sont pas celles de la méta. Ou alors, tu es obligé de gamble ta game avec un Lee Sin, comme on essaie de le faire des équipes. C'est pour ça que Lee Sin a un petit win rate. Tu rates ton premier gank, tu tombes 2 niveaux derrière, le Graves va te match sur tous les plays d'après, la game est terminée. Donc c'est très très. C'est pour ça que je pense que c'est impossible. Fnatic de l'autre côté, tu vois, parce que Karsa, à partir du moment où il sort son Lee Sin contre Fnatic, il est complètement énervé. Au final, c'est ce qui fait aussi le succès de, le succès de Top eSport dans cette deuxième moitié de BO. Donc c'est pour ça que je demande si c'est pas possible dans le fond, parce Faut que jouer comme un maniaque. Faut jouer comme un maniaque. Ouais, mais on a dit plein de fois que c'est pas, t'arriveras pas. Si t'as une équipe qui est en maîtrise d'un certain truc, tu n'arriveras pas à la battre en jouant la même chose et en faisant du copycat, quoi. Donc G2 qui avaient leur identité et leur singularité, je sais pas, je me demande justement s'ils auraient pas pu faire ce pari et justement sur une défier game, la méta pourquoi pas, d'un je côté, pense. quoi. Pour moi, il y a ce juste milieu. Je suis très très d'accord avec l'analyse de Zab. Je pense que ça a totalement changé en termes de playstyle et d'ailleurs Yanko s'en parlait. Maintenant, je pense qu'il y a un juste milieu et par exemple, Damon a trouvé ce juste milieu en piquant par exemple Lulu qui a totalement changé toute la méta des Worlds et qui a tout changé. C'est pas G2 qui a trouvé le pick qui a tout changé, c'est pas un pick forcément jungle. Je pense que G2 aurait pu tenter 3 bans jungle sur une game, essayer de ban tous les jungle carry et voir ce qui se passait, essayer de trouver d'autres champions, essayer d'aller peut-être sur une méta tank du côté de Yanko, ce qui les aurait largement favorisés. Je pense que d'aller sur un liste, par exemple, pour Yanko, c'est absolument impossible. Et pour revenir un petit peu à. Genre, le fait que G2 soit allé aussi loin en jouant cette méta, personnellement, je suis assez impressionné. Je pensais pas qu'ils feraient d'aussi bons Worlds avec la méta de Yankos qui arrive, parce que pour moi, c'est là où ils sont le plus faibles. Je pense que quand c'est G2, tu préfères avoir Perth, ils se sont adaptés. Tu préfères avoir Perth, tu préfères Wunder ou Caps en carry. Donc, honnêtement, la méta n'était pas pour eux. Et c'est aussi ça qui a fait que Fnatic avait une méta si positive qui joue autour de Selfmade, qui aurait pu les mener très très loin. Bon, on sait comment c'est fini contre Top eSport. Et c'est aussi ça qui fait qu'actuellement, chez Swooning, il y a un joueur SOFM qui pour moi est archi overrated, mais qui, dans le playstyle égoïste, est l'un des meilleurs au monde. Et comme il est très très fort dans ce playstyle égoïste, lui aussi va très très loin dans ses worlds. C'est un petit peu triste à dire, mais là actuellement, c'est juste les meilleurs jungles que l'on retrouve dans ce top 4. Et ça semble logique. Et Jankos a réussi à être l'un des meilleurs junglers au monde en carry en un an, ce qui se respecte parce qu'il part de loin. Surtout avec la physionomie de l'heure du Summer Split, le Perse qui doit prendre une pause, etc. On a déjà parlé longtemps, ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on est sur ce BO. Ouais, c'est passé super vite. Il y a beaucoup de choses, donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir, peut-être qu'on a. Parce que bien évidemment, j'avais envie de parler de l'avenir de G2, quelle solution sur le mercato après 2 échecs back-to-back avec la même compo dans le top 4, bien évidemment, mais comment on fait pour passer de top 4 à top 1, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est les vraies problématiques du sport. T'as pas envie d'être Andy Murray, t'as envie d'être Nadal ou Federer ou Djokovic, c'est un peu toute la problématique du sport. C'est des questions, je pense qu'on abordera plus tard parce qu'on n'aura pas forcément le temps dans ce podcast-là. Peut-être traitons. Est-ce que, parce que toi, tu reviendras pas forcément tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de G2 ? Alors, je vais prendre G2 Fnatic. Pour moi, G2 Fnatic, ils ont prouvé qu'ils avaient gap close sur les Chinois.
que là, actuellement, genre G2 Fnatic, c'est au niveau des meilleures équipes chinoises et je pense que c'est indiscutable au vu de ce qu'on a vu, des games, des échantillons qu'on a. Et le seul truc, et ça a été pas de peau pour G2 et pour Fnatic, c'est qu'il y a Damwon et que Damwon est juste au-dessus du lot. Moi, je suis convaincu que Damwon va se tromper à la finale. Je vois absolument pas Damwon ne serait-ce que perdre une game contre Top Esports ou Suning avec leur niveau. Ça va dépendre des Ouais. scrims, etc. Blablabla, mais je pense, j'y crois vraiment pas du tout. Et pour moi, tu as juste Damwon qui est largement au-dessus, mais G2 et Fnatic ont gap close. Maintenant, est-ce que c'est la fin d'un cycle et il va falloir se renouveler pour aller chercher la victoire? Je sais pas si c'est le bon truc à faire. Parce que globalement, l'Europe, quand même, est très très forte actuellement. On a tendance à l'oublier. G2 Le et Fnatic problème de sont très l'Europe, forts. c'est qu'on a que G2 Fnatic. Et on a vraiment que G2 Fnatic. Mais du côté de la Corée, moi, je signe pour dire qu'il n'y a que Damwon. Et du côté des Ah oui, Chinois, par clairement. contre, il y a beaucoup d'équipes parce qu'il y a encore AIG, FPX. En gros, la Chine n'a pas une équipe vraiment très très forte, mais à genre 5-6 équipes insane du niveau de G2 Fnatic. En Europe, on a que G2 Fnatic. Et Victory en 5 aussi. Corée, Victory 5 si tu veux. Enfin, je connais pas assez bien les équipes là-bas. Mais par contre, en Corée, pour moi, tu n'as que Damwon, mais qui a un niveau mais stratosphérique. Et il va Pour falloir l'instant, ouais. penser à. Du côté de la Corée, ce qui est bien, c'est quand tu as cette locomotive-là, je pense qu'ils ont le talent. Il faut qu'ils changent leur playstyle. Et tout ce qui est DRX l'année prochaine, tout ce qui est T1, tout ce qui est Genji, etc., ça va s'améliorer. Je pense que la Corée a un très bon wagon. Ouais, mais Mmh. justement, C'est une longue c'est. discussion qu'on a eue, la Corée. J'ai pas envie de la réouvrir maintenant parce qu'on Ouais, va y parce que passer 30, 30 c'est ans, juste un mais peu lent et je ouais, peux pas, il y a je veux pas besoin trop dépasser. de C'est j'ai besoin de probablement. nettoyer le Très tableau en intéressant. Corée. Voilà, c'est C'est Mais très ça. Et intéressant. Et évidemment, les Damwon NS, serait salut, plus ciao, sympa. bye. non, mais c'est même pas. Et alors pour le coup, c'est ce que j'en parlais. Est-ce que si t'enlèves TSM, la copie DNA et mais tu te fous de la gueule du monde, ils font 3-3 alors que c'est une région qu'on Non, non, annonce. non. Par rapport. En gros, ils peuvent au mieux être des DRX ou des Genji, tu vois. Non, mais Au mieux, genre l'objectif au de mieux. NA, c'est même pas d'être dans le top Oui, 4. Je oui. parle. Mais Si ils tu sont pas regardes. dans cette discussion, tu vois. Ils sont pas dans la discussion de G2, Fnatic, de Damwon, des grosses équipes Non, mais Non, chinoises. mais Pour moi, ils c'est mine sont de pas. même rien, pas je là, tu pense vois. que ça va leur faire beaucoup de bien, l'arrivée du pool, de joueurs OPL en NA. No Ça, joke, parce qu'on c'est. attendait un bah, Tu doubles le talent il pool et j'espère qu'effectivement, effectivement, de pouvoir passer closer en local chez Golden Guardian, c'est d'importer 2 joueurs en plus de closer, ça va changer beaucoup de choses. On en parlera une autre Exactement. fois parce qu'on a On va en parler. trop de choses à couvrir en un seul podcast. Coup de cœur, coup de gueule, rapidement. Dans ce BO, traitons. Quel est ton coup de cœur? Quel est ton coup de gueule? Bon, je sais que ça va être la draft de la Game 4, mais quel est ton coup de cœur du coup? Je pense le niveau de Canyon, qui pour moi est. Alors, on a beaucoup parlé de Beryl, on a beaucoup parlé de Jamaica, on parle de beaucoup de gens chez Damwon, et je pense qu'on oublie très souvent Canyon, qui est genre mais monstrueux. Enfin, il est vraiment beaucoup trop fort, très très intelligent dans ses plays et très très fort en teamfight. Donc, je mettrais Canyon en coup de cœur, parce qu'on n'en parle pas assez. Pas forcément parce que ça a été non plus le meilleur joueur, mais juste qu'on n'en parle pas assez. Et sinon, en termes de coup de gueule, forcément la draft. Et c'est pas un coup de gueule, mais c'est une vraie déception, parce que ça fait plusieurs fois qu'on voit Mikix faire un petit peu le même schéma où il est trop fort dans tout le tournoi, où pour moi c'est le meilleur joueur en support d'assez loin. En tout cas avec Bale, c'était le meilleur joueur. Et de s'écrouler comme ça sur la game importante, c'était potentiellement écroulé aussi en finale contre FPX, on en parlait un petit peu en off. Et c'est décevant pour Mikix. J'ai pas envie de lui mettre un coup de gueule parce que pour moi, il mérite pas un blâme. Il a une année très difficile. Il a joué avec Perse qui était pas forcément au niveau tout le temps. Il a porté de nombreuses games et il a porté durant ses Worlds. C'est juste, c'est décevant et pour lui, il va falloir réussir à trouver le déclic mental. Ouais. Laure, coup de cœur, coup de gueule? Mmh. On va commencer par le négatif, parce que le positif va être cool, je pense. On est français, c'est normal. Coup de gueule, non, mais c'est comme ça, c'est sorti, c'est pas important. Coup de gueule, il va envers les gens de la communauté, on va pas dire fans forcément, qui ont aujourd'hui insulté, que ce soit Damwon ou G2 en fait, pour des raisons qui sont très différentes. Damwon parce qu'ils ont fait la même célébration que G2 avait fait juste Ce qui après était avoir très gagné drôle. contre Genji, ce qui était super drôle en plus. Et les mecs se sont fait insulter pour ça, en mode ouais, irrespect, nanana. Donc, enfin, allez vous faire foutre, hein, clairement, ils Pour font moi, ce ce qui qu'ils est un veulent. signe de respect Ils au ont... passage. De copier, Mais pour moi, du bien côté Damwon, c'est sûr! un signe de respect. Et d'autant plus d'une équipe coréenne, tu vois, moi je le prends, puis enfin, ça représentait tellement G2 pour eux, donc je l'ai vraiment pas vu ça comme, tu vois, c'est comme quand Showmaker flashait les émotes de FPX ou d'IG, tu vois, ça fait partie de ce mental game C'est que trop tu, bien que qu'il tu se joues en tant que lâche. joueur, et c'est Faut le génial. célébrer. Donc voilà, les réactions là-dessus, pas ouf. Pareil pour G2, tu vois, parce que les fans ont été hyper salty envers G2, notamment parce que les joueurs G2 avaient eu une grande gueule, comme d'habitude, en conférence de presse, en enterrant Damwon et en se voyant déjà en finale. Mais on les connaît, les joueurs, d'une certaine manière. C'est ce qui fait leur authenticité. Étant quelqu'un qui bosse beaucoup avec les joueurs, c'est tellement appréciable de voir des personnes avec autant de personnalité et être aussi expressif et ne pas avoir, ne pas être langue de bois à chaque fois qu'ils disent quelque chose. Vraiment laisser penser ce qu'ils pensent et oser être un peu ballsy de temps en temps.
Donc voilà, juste, ces réactions sont complètement injustifiées. De là à les menacer les joueurs de mort, etc. Et je sais que c'est le risque quand tu tournes, tu vois. Évidemment, quand tu tournes, tu dois être prêt à ce que ça backfire. Mais j'ai vu certains trucs aujourd'hui qui étaient franchement inacceptables. Donc pareil, hein, encore une fois, c'est la passion qui fait. On a vu la même chose avec TSM, on a la même chose avec Fnatic, on a la même chose avec G2. Mais c'est surtout le racisme et l'irrespect envers Damwon en fait qui m'a choqué plus que tout. Et donc pour parler du positif, j'ai envie de dire coup de cœur pour Jankos et peut-être même G2 au global, dans le sens où, je sais pas pour vous, mais on est entré dans ces Worlds en se disant c'est chaud pour l'Europe cette année. On n'est pas du tout dans la même situation que l'an dernier, même si on envoie 4 seeds. Les quarts seront atteignables. Au-delà, ça sera du bonus. Et j'ai été super contente de voir le niveau auquel nos deux équipes fétiches, entre guillemets, enfin les deux équipes qui font rayonner l'Europe, que sont G2 et Fnatic, le niveau de jeu qu'ils ont montré. Parce que je pensais que l'écart était à nouveau en train de se creuser, qu'on était encore en train d'être dans une situation où la Corée était imprenable et la Chine surtout était imprenable puisque c'est les doubles champions du monde. À la sortie de ces Worlds pour l'Europe, c'est pas une impression que j'ai. J'ai l'impression que, comme l'a dit Tréton, justement, que c'est à notre portée. Les erreurs qui ont été faites, c'est des choses, voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut apprendre. Et je me dis pas que c'est doom pour l'Europe. Je dis pas que ça sera l'an prochain, mais j'ai pas l'impression que l'écart se soit encore agrandi à nouveau agrandi entre l'Asie et l'Europe. J'ai pas envie de dire la région western parce que les ANA sont à part, mais l'Europe en tout cas. Donc voilà, coup de cœur pour G2 qui, en plus de ça, ont réussi à s'adapter dans une méta qui n'est absolument pas la leur. Jankos qui a trouvé une nouvelle forme, même si elle n'était pas parfaite, mais qui, je pense, va inspirer peut-être G2 à se montrer qu'ils peuvent jouer autrement. Donc voilà, coup de cœur pour Jankos qui a pas été mis dans les meilleures dispositions par rapport à ce qu'on connaît de lui, et G2 au global qui montre, l'Europe au global, j'ai envie de dire, qui montre qu'il y a encore un espoir. Écoute, de mon côté, Très bien coup de parlé. cœur. Ouais, non, c'est très très bien. C'est très beau coup de gueule et très beau coup de cœur aussi. De mon côté, je vais mettre un coup de cœur pour le staff de Damwon qui réussit cette synthèse très délicate entre le jeu coréen et le jeu moderne de League of Legends. Alors, bien évidemment, et ce sera mon coup de gueule, la méta favorise énormément les Coréens qui ont une culture de jouer pour la jungle en solo queue. Donc, tous les junglers coréens, sur Demande, ils te disent les lanes donnent à la jungle et le jungle rétribue aux lanes. Donc, ça aide énormément d'avoir ça On culturellement. n'a pas cette culture en Europe, clairement. Non, on n'a pas cette culture en Europe. En Chine, pas du tout, puisqu'en Chine, c'est MLXG style, ça gagne 14 fois la même lane, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai avantage compétitif. Mais je mets quand même en 2 ans ce projet. C'est des individus qu'on connaissait pas, Nuguri et Showmaker, qui aujourd'hui sont les patrons d'une équipe qui domine non seulement Corée, mais qui tiennent leur rang de favoris. Parce qu'on en a beaucoup des équipes, hein, des Rox Tigers, des Longzhou, des DRX, etc., qui éclatent la saison régulière et qui se prennent 3-0 par SKT. Ouais, qui se font éclat par SKT et qui finissent par devenir juste des souvenirs de saison régulière. Damwon qui transforme l'essai, qui gagne la Corée, qui arrive au Worlds, qui tient son statut de numéro 1. C'est un projet sur la durée qui s'est fait sur 2 ans. Aujourd'hui, l'équipe, elle a une identité, elle a une maturité, elle a encore une marge de progression, ce qui est quasiment effrayant. Donc moi, tout simplement, même si c'est un jeu qui me fait pas bander du tout, quoi. C'est un jeu macro. C'est très très bien pour enseigner à des gamins comment jouer la macro en Div 2. Ça marche jusqu'à la finale des Worlds et ça va probablement gagner la finale des Worlds. Mais c'est sûr que je préfère regarder Suning contre. Ils ont un peu plus que ça, Damwon. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je trouve aussi. Ils ont. Pour moi, c'est. Enfin, parce que j'avais eu ce débat avec Chips, et Chips était énervé d'ailleurs. C'est la première fois que j'ai énervé Chips, je crois. Parce qu'il me disait, bah non, Damwon, ça joue. Parle jamais de la Corée avec lui, il est pas objectif. Et il me disait, Damwon, ça joue le style coréen. Je disais, bah non, ça joue pas du tout le style coréen. Et il me disait sur certaines games, si. Et même moi, sur certaines games, j'étais pas forcément d'accord. Après, évidemment, j'ai pas l'expérience de cast et j'ai pas réussi les games d'Esketi. Et pour moi, Damwon, même dans les micro-straight, c'est beaucoup plus agressif. Ça va de l'avant en permanence en termes de push, etc. Dès qu'ils peuvent push, et il y a beaucoup de fois où ils gumble sur l'absence d'un jungler en prenant des push qui sont pas toujours en mode tracking parfait, etc. Pour moi, c'est pas du style si macro coréen, c'est juste qu'ils jouent tellement agressif sur tous les rôles et ils ont tellement les meilleurs joueurs portants en phase de lane que dès les phases de lane, tu t'asphyxies les mecs. Et c'est pas forcément qu'ils ont pas envie de fight, c'est que les mecs en face ne peuvent pas fight. Et on l'a vu du côté des G2, c'est pourtant une des meilleures équipes pour trouver des fights, pour trouver des failles. Là, ils n'arrivaient pas à en trouver parce que les mecs étaient tellement parfaits. Dès qu'ils ont trouvé, ils étaient dans un 1 contre 2, etc. Et du coup, Damwon était en mode, bah trop bien, fightez-nous. Mais pour moi, Damwon, c'est pas une équipe qui refuse le combat ou qui va valer une tourelle plus que des kills. Mais c'est juste
Et tellement c'est ce qui a fait leur différence en Corée, je trouve. C'est plutôt le Justement. Dopa, c'est le Dopa style en fait dont je parle. De Dopa, c'est un joueur qui est pas du tout agressif. Comment dire, sur le kill, il joue pas le kill, tu vois. Dopa, il va prendre un trade, il va te mettre sous la tour, il va t'arraser sous la tour, il va te forcer à prendre un mauvais recall, il va te faire perdre 5 CS, puis des 5 CS, il va t'en faire perdre 10, puis 10, puis 15, puis 15. Et en fait, quand tu joues contre Dopa, t'as l'impression que t'as jamais pu jouer la game, et lui, il a 10 k gold d'avance, tu vois. Et c'est comme ça, c'est juste la pression de lane transformée en pression de map. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'essence de la macro, c'est de pas avoir besoin d'exécuter le play parce que tu es déjà en fait en situation de pression et tu maintiens ta pression. C'est vraiment la macro parfaite, quoi, tu vois. Et ils ont réussi. Donc, moi, props to Damwon, c'est pas ce qui me fait kiffer. Je préfère des teamfights and check 5v5, tous les flash in de Shin versus Shin parce que je suis observateur, tu vois. Mais en tant que coach, je dois apprécier le jeu de Damwon. Le coup de gueule. Riot, vous déconnez complètement avec vos patchs de jungle, hein. Les mecs, va falloir arrêter avec. On l'a vu venir toute l'année. Augmentation. Les junglers se sont plaints pendant 2 ans. Alors forcément, Riot s'est dit bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nidalee. Augmentation up de Nidalee. Up de l'XP de la jungle, suppression du catch-up à la jungler qui se plaignait en solo queue. Ils ont créé une méta compétitive. Je suis désolé, mais Lilia Graves, Nidalee, c'est pareil, ça m'emmerde passablement de dire oh là là, il a pris 4 camps d'avance. Tous les plays où Nidalee sera là et Graves sera là, si la Nidalee a 2 niveaux d'avance, c'est pour Nidalee. Donc du coup, Graves, il va devoir farmer des camps et rien faire. Genre, c'est pas du tout ce que j'aime, tu vois. Je préfère regarder Sejuani contre Gragas, quoi. Est-ce qu'on avait besoin d'un champion comme Lilia, honnêtement? Non, c'est la merde. Après, ils sont obligés de sortir des champions, tu vois. On n'avait pas besoin de Samira, on n'a pas besoin de Yone, on n'a pas besoin de Zoé. Lilia, il y a Zoé qui existe, les gars. Zoé, je sais pas, je trouve que moi, elle amène quelque chose. Lilia, je vois pas, en fait. Zoé, je n'ai aucun problème avec Zoé. Moi, tu parles typiquement Zoé. J'aime pas Zoé, hein, mais... Moi, aucun problème avec Zoé. Champion. Non, moi, je trouve que le champion est vachement beau jeu et oui, tout. c'est pas du tout toxique de prendre Rédemption niveau 3. Non, mais ça, c'est un autre problème. Mais même malgré ça, je trouve que Zoé est un champion genre qui est assez intéressant et très très difficile à jouer en mid-game, beaucoup plus que ce que les gens pensent. Je vais faire des bons teamfights avec Zoé, etc. Il y a quand même beaucoup dans le champion. Et typiquement, c'est pour moi l'un des grands absents. C'est-à-dire quand il y a des pick Tef, quand il y a des pick Syndra qui étaient blind, du côté de Caps, sors Zoé et montre-lui. Sors Zoé et joue le jeu. Le problème, c'est qu'actuellement, tu peux pas le faire parce qu'en jungle, je suis d'accord avec toi. Zoé, c'est pas le meilleur champion pour jouer avec ton jungler. Zoé, tu as envie d'avoir un Lee Sin, par exemple, tu as envie d'avoir une Rek'Sai. C'est pas les champions qui sont joués actuellement en jungle et ça bloque beaucoup de la méta. Et c'est vrai que c'est assez dommage de pas avoir de jungler ganker parce que forcément, ça ralentit le jeu et ça ralentit le early game. Mais gros, moi je sais pas comment on peut se satisfaire, et ce sera la fin de mon coup de gueule, mais c'est un gros coup de gueule. Comment on peut se pavaner et se fap sur les champions qui font du PVE, quoi. Lilia, elle tape Q sur des walls et elle gagne la game, quoi. Tu vois? Bien évidemment que derrière, il y a les laners qui se déplacent, qui prennent la prio en jouant parfaitement leur match-up. Mais moi, je préfère que dans la jungle, ce soit Gragas et Sejuani, et que sur les lanes, ce soit Irelia, Yasuo, que TF versus... bon, Sylas, c'est quand même au match-up, mais TF versus Syndra, et le premier qui décale au crabe gagne la game parce que le jungler va à snowball, quoi. Pour moi, tu as un équilibre qui n'a pas été trouvé, qui doit être trouvé dans la jungle. On va le faire très facilement. Tu as une trinité. De toute façon, ça marche très souvent par trinité, League of Legends. Tu as les tanks qui sont très très forts contre les junglers gankers, parce qu'en général, ils vont pouvoir les counter-gank très facilement et ils vont les outscale à balle en teamfight. Donc, typiquement, quand tu as Sejuani et que tu es contre Rek'Sai ou que tu es contre les Sin, tu es content, globalement. Ces tanks-là, par contre, ont cette faiblesse d'être contre Nidalee, contre des champions qui farment très très vite, contre Graves, tu passes derrière très rapidement, et du coup, Nidalee Graves vont pouvoir snowball. Et je trouve ça très très beau jeu, moi, un match-up Nidalee contre Sejuani, où tu vois Nidalee qui abuse en permanence la jungle, qui va counter jungle, etc. C'est vraiment très très bien. Mais du coup, le problème, c'est qu'actuellement, Nidalee, Lilia, Graves, normalement, doit avoir des faiblesses contre des champions comme Lee Sin, des faiblesses comme des champions contre Rek'Sai qui vont les agresser très très tôt dans la partie, qui vont surtout agresser les lanes et qui vont les faire snowball. Et là, cette faiblesse-là, elle n'existe pas. Ouais, elle est super méga dure à jouer. Et c'est trop punitif pour un Lee Sin, pour une Rek'Sai de gank. Et c'est ça le problème. Comme tu es trop puni par ganker, tu as forcément les champions farmers en jungle qui passent beaucoup trop devant. Et c'est un petit peu dommage pour la méta. Et du coup, la Trinité, elle n'est pas forcément respectée, elle est totalement déséquilibrée. Et quand il y a ça, et quand c'est sur un rôle qui est aussi important que la jungle, ça crée des gros écarts. On se met d'accord sur un mauvais équilibrage, du coup? Puisque cette trinité n'est pas respectée. Une itération toxique de la jungle, pour moi, pour le jeu, qui est toxique de manière générale, parce que c'est des champions qui ont des comportements un peu dégénérés comme Lilia. Maintenant, je dirais pas que... Moi, Nidalee, ça me dérange pas. Je me fais chier dessus pour ça, mais moi, Nidalee, par exemple, c'est un champion qui me dérange pas. Parce que je trouve que mettre en place Nidalee et la faire snowball, ça a l'air facile, mais ça l'est vraiment pas. Lilia, c'est beau. Et Lilia, même Graves, c'est un peu pareil. C'est des champions qui sont beaucoup plus simples à jouer et qui, quoi qu'il arrive, vont trouver leur utilité parce qu'ils ont des spells qui sont trop broken, typiquement l'ultimate de Lilia et la smoke de Graves, qui sont des outils dans des champions qui ont déjà 3 levels d'avance et beaucoup plus de dégâts, qui sont pas forcément nécessaires. Là où Nidalee,
tu te dis au moins, bah ok, il faut vraiment que tu snowballes dans les games. Tu snowballes pas dans les games avec Nidalee, jusqu'à preuve du contraire, t'as une game, elle est galère quand même derrière. T'es juste un healbot. Je Ce suis qui est d'accord pas avec du tout toi. le cas d'Eli Grave. Je suis d'accord. On a fait aussi une bonne passe. On en parle beaucoup aujourd'hui et c'est bien. On Ouais. arrive à l'heure de podcast. Demain, on a Suning qui affrontera Top eSport, Oh, wow. la demi Shin. Sans rentrer dans les détails, on aura l'occasion de revenir sur la série. Laure, qui est-ce que tu vois perdre contre Damwon en finale? Pas mal. Allez. J'ai envie de croire à la Shonen Story de Suning. Et j'aimerais bien les voir arriver en finale, juste pour One Feng, en fait. Vraiment. Donc, ouais, j'espère que Suning gagnera demain. Après, c'est j'espère, hein. Je sais pas s'ils en sont capables, honnêtement, parce qu'ils ils sont fait taper dessus déjà par Top eSport par le passé. Mais c'est un autre Suning qui a pris forme ici, donc à voir. Je fais pas un prono, mais j'espère voir Suning en finale. D'accord, bon, traitons, je pense que. T'en penses quoi? Je pense que t'en penses quoi, ça veut Premièrement, rien dire. je suis un giga hater Trop fatigué. de SOFM, donc je suis pas forcément C'est vrai. Un peu très, Karsa, quoi. enfin, je suis pas très Karsa, objectif. mais j'aime trop Karsa, Karsa. j'adore Karsa, Putain. et moi j'ai envie que TVS passe pour la simple bonne raison que je pense que c'est peut-être la seule équipe qui peut apporter le fameux Zoé Leblanc, le fameux, oui, bah, Zoé Leblanc, en l'occurrence avec du Lee Sin, avec de la Rek'Sai, ce genre Et de mid Nocturne jungle mid agressif, contre nocturne TF. mid. Enfin, en vrai, j'ai envie de voir Knight à son meilleur niveau. Moi, on l'a vendu comme le meilleur joueur du monde. Actuellement, sur la mid lane, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Caps. Showmaker était très bon, mais Caps, sur certaines games, Il m'a était vraiment vénère, énormément, il était énormément. vénère Knight hein, contre Fnatic, en vrai, Bah, j'ai pas je trouvé. trouve. Bah, moi, Ah j'ai ouais? pas trouvé. C'est pas En un fait, le joueur truc, c'est qu'il agressif, était, Knight. C'est pour un moi, joueur il de était contrôle. vénère parce qu'en face, il a une opposition qui était peut-être la plus faible des 8 équipes en quart de finale avec Ça, Nemesis. oui. Même si Nemesis était correct, genre il a été meilleur que ce que je pensais, il avait une opposition qui était faible, tu vois. Genre Knight, dans les gros matchs contre Chovy, j'étais pas en mode waouh. J'attendais un truc où je me disais waouh, j'étais pas en mode waouh. Là, j'ai envie que je sois en mode waouh. Contre Angel, il y a de la place, normalement, parce que c'est un médailleur qui est très très bon, mais qui est très régulier, qui va pas trop l'agresser. Donc j'attends Knight et Karsa notamment très très fort. Et encore une fois, comme je suis un hater de SOFM, forcément TS. Karsa, Sword Art, moi je suis contente parce que c'est la réunion des Flash Wolves et c'est la seule et Beau. unique fois où les Flash Wolves auront été en demi-finale des Worlds. Et du coup, forcément, en finale, le Flash Wolf. Et en vrai, c'est très très beau en termes Oui, d'histoire forcément, pour oui, Karsa et grave. Sword Art. Ça pour dire Franchement, que grave. probablement aucun des deux Flash Wolves ne soulèveront le trophée. Damwon coupe, ultra ouais. favori. Au passage, discussion avec Duke, très intéressante, qui disait que les équipes chinoises, en demi-finale, se font plus ou moins un contrat où l'équipe qui perd va accepter de scrim après pendant une semaine jusqu'à la finale pour les préparer. Oui, bien Et sûr. en vrai, c'est absolument broken, parce que je pense que Damwon n'aura pas de scrim, ça va être très très compliqué pour eux d'en trouver. Et c'est Ils le sont tous genre en de vacances. truc. Et forcément, et tout le monde est en vacances, et puis scrim avec des équipes qui sont en dessous, ça n'a aucun but. Et il faut bien comprendre que l'équipe qui est en finale, si elle n'a pas de partir de scrim qui vaut le coup, elle va faire des arames pendant une semaine et elle va potentiellement perdre du niveau, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Et l'un des énormes avantages de la Chine, l'une aussi des raisons, depuis que tu m'en as parlé, de pourquoi la Chine met 3-0 en grande finale à chaque fois et est largement au-dessus, et tu as l'impression que d'une semaine à l'autre, ils sont beaucoup plus forts, c'est que Oui. eux continuent de scrim. Parce qu'ils ont deux équipes en demi-finale et parce qu'ils sont plus ou moins des contrats. C'est pas le cas de la Corée, c'est pas le cas de l'Europe. Attention à ça pour Damwon. Mais tu sais que c'est. Alors, je veux pas généraliser du tout, parce que maintenant, je fais attention à ce que je dis. Mais pendant les Worlds, en général, c'est connu que même les équipes LPL qui ne participent pas aux Worlds deviennent sparring partners pour les équipes LPL qui sont envoyées aux Worlds, justement, parce que. Et encore une fois, j'ai pas envie de faire de raccourcis, mais j'imagine que rapporter la victoire à la maison pour la région au global, bah, c'est super important. Donc, toutes les équipes sont prêtes à s'investir. Je sais que c'était le cas pour certaines équipes des Worlds, notamment LGD, qui ont eu de l'aide. Mais oui, effectivement, pour la finale, je pense que Nous, ça peut chez faire la diff. Immortals, à l'époque, on était chaud pour Scream Damwon et tout, les aider. En vrai, de vrai, il n'y a aucune équipe sur ce timing-là. Genre, il n'y a aucune équipe LEC. Parce que c'est en plein mercato. Le bon doc là qui va En termes apprendre à nous d'écho, courir lane. t'as personne qui veut scrim à ce moment-là. En plus, tu sais que tu vas Dis scrim, pas de tu mal peux pas de Niship. exploser. Pas de mal de Ouais. pas de Ouais, mal c'est de vrai. mon boy Niship. Que j'adore et à qui je souhaite une place sur LCS. Je pense qu'il est prêt. Mais bon, Oui. on aura peut-être l'occasion de parler de plein de choses dans Ouais, d'autres oui. podcasts. Ça fait Et déjà de toute façon, tu voulais pas en 1h03. parler? Qu'est-ce qu'il y a?
Jersen, tu voulais parler de Jersen au début. Vous les voulez gens qu'on Oui, parlent parle de j'allais Jersen, dire. on Ouais, parle pas mais vite ça fait fait. déjà Yes, 1 heure et Jersen. j'essaie de te garder la vidéo à 1 heure. On en parlera une autre fois, à moins que tu aies vraiment un truc super intéressant à dire sur Non, moi Bjergsen. non. En plus, j'ai vraiment absolument rien à dire. C'est juste, je pense que Double Lift devrait prendre sa retraite en même temps, c'est tout fou. Mais Ok, c'est ok, pour une ok, autre. ok. Bah, on va couper le podcast ici. Voilà, c'est l'avis de Tréton, hein, ça me regarde pas. Peter, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas Le à mec donner. est un WhatsApp support et il se permet de critiquer, quoi. C'est vrai, J'hallucine. mais Ah, c'est un truc de justement, ouf. c'est pour ça, je me permets. Mais bon, c'est pas grave, hein. D'ailleurs, peut-être que tu pourras le retrouver en GM, hein, si tu vas sur le serveur NA. Sûrement. Parce que en ce moment il est en vacances, donc il doit avoir à peu près le même elo que toi. Du coup, eh bien, on se quitte ici sur ces beaux mots. Merci de nous avoir suivis pendant cette heure 05 de vidéo. Oh. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'or. N'hésitez pas à continuer à suivre ce Abonnez-vous. podcast. Il nous reste 2 épisodes de The Afterworld, peut-être même 3, avec un épisode hors série qui devrait arriver normalement dans le courant de la semaine prochaine, si on a le Qu'on temps de le avait tourner, fait. bien évidemment. On On l'avait l'avait fait. fait, mais il y a eu un problème. Donc, on vous jure, on l'avait fait. Et il y a un Mais, problème il y a eu un problème de son, c'est ma faute, mon OBS n'a pas record le son. Traitons, ok, la prochaine fois que tu es en retard au gaming, je dirais à Ok. Carnage de sanctionner très fort. Jamais Et, personne de l'année. et voilà. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci Laure, merci Merci, Traiton. Zap. Et à la Et merci, prochaine. Traiton.